Allez, dans cette vidéo, je vais vous parler de la Pixis 6K de chez Blackmagic. Je viens de réaliser un film, une fiction avec, plus précisément un docu-fiction sur une personne qui fabrique des œufs de dragon. Ça s'appelle La Fabrique aux dragons, il y a tout un univers fantastique derrière, donc évidemment ça me parle beaucoup. Il y a une partie où je l'ai filmé chez lui, dans son atelier, et puis il y a une deuxième partie où il incarne, donc là un personnage fictif, où il y a toute une histoire, une narration derrière son personnage, et là on se balade dans les magnifiques décors de Bretagne. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite grandement à le faire. Ça a été entièrement vraiment tourné avec la Blackmagic Pixis 6K et il y a aussi un making-of qui est déjà en ligne. Alors petite présentation générale de la caméra, je vous parle bien d'une caméra, ce n'est pas un appareil photo hybride. La Pixis, comme son nom l'indique, c'est une caméra avec un capteur 6K. C'est du plein format, donc 24 par 36. Elle enregistre en Blackmagic RAW 12 bits et elle a une dynamique de 13,5 diaph. Alors elle existe en 3 montures, la monture L, la monture EF et la monture traditionnelle PL. Là, moi je l'ai en monture L, donc ça va dépendre évidemment de votre parc optique, en fonction du type de monture dont vous êtes équipé. Je trouve que la monture L est plutôt flexible parce que voilà, on trouve très facilement des adaptateurs EF-PL vers L. D'ailleurs pour mon tournage, j'ai filmé avec donc la série Athena là, de chez Nisi. Je les ai reçus en monture PL, donc forcément j'ai utilisé un de leurs adaptateurs PL vers L, ça se fait très bien. Et j'avais également utilisé le 100 mm f2.8 macro de chez Lumix, et comme c'est de la monture L, là j'ai pu le monter nativement sans adaptateur directement sur la Pixis. Alors avant de vous parler d'une des caractéristiques majeures de cette caméra, j'ai une question à vous poser. Est-ce que actuellement vous avez du matériel qui prend la poussière chez vous, ou du matos en tout cas que vous n'utilisez pas? Ou alors inversement, est-ce que vous êtes à la recherche de matériel plutôt d'occasion pour que ça rentre dans le budget? Si vous êtes dans l'une de ces situations, je pense que ça peut être intéressant que vous alliez faire un tour sur une plateforme dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, la plateforme MPB, qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Alors comment ça marche? C'est très simple. Imaginons que je veux vendre mon Ronin RS2 Pro. On va faire une estimation du prix. Je clique sur vendre, échanger dès maintenant. Je rentre le nom du modèle de mon produit, donc c'est le DJI RS2 et c'est même moi le Pro Combo. Ensuite, je détermine la condition de mon produit. Je dirais pas qu'il est comme neuf, mais on va dire excellent. Si vous avez un doute, vous cliquez sur conditions et là il vous montre différents exemples. Donc on appuie sur faire estimer et puis on va même cliquer sur estimation instantanée. Voilà, donc là pour le RS2 Pro, je pourrais en tirer 255 €. Évidemment, le produit a quelques années, il a perdu un peu de sa valeur, mais c'est mieux que rien et ça peut permettre d'amortir l'achat d'un nouveau stabilisateur. Donc si vous êtes OK, on clique sur programmer l'expédition. Et là, il reste plus qu'à renseigner nos coordonnées pour l'expédition. Tout est gratuit, soit on le dépose dans un point de service DHL, soit on planifie une collecte à domicile qui elle aussi est gratuite. Voilà, ensuite leur équipe inspecte le produit et puis quelques jours après, on reçoit le paiement. C'est entièrement sécurisé, c'est pas une plateforme d'échange entre particuliers, ça passe par les services de MPB. Moi, j'ai déjà revendu quelques produits comme ça. Mais au-delà de ça, ils proposent tout un catalogue de matériel d'occasion. Il y a pas mal de boîtiers, même des appareils photo hybrides récents ou encore des accessoires, par exemple des trépieds et des stabilisateurs. Voilà, si vous avez envie de redonner une nouvelle vie à du matériel que vous n'utilisez plus ou si vous cherchez du matériel plus abordable, je vous invite à faire un tour sur la plateforme MPB, vous avez le lien en description. Alors la force majeure de cette caméra, c'est son capteur et sa capacité à filmer en open gate, donc sur la totalité de son capteur. Je vous affiche le format classique 16/9. Avec la Pixis, on peut aller chercher du 3x2, donc du 6048 par 4032 pixels. On va enregistrer beaucoup plus d'informations sur la verticale. Donc ça c'est intéressant si vous faites également du contenu portrait pour les réseaux sociaux, ou encore on va dire c'est une sécurité supplémentaire si par exemple la composition d'un plan ne vous plaît pas ou si ça a été mal cadré, il y a toujours la possibilité de recadrer. Au niveau des framerate, c'est du standard mais ça pourrait être mieux. Le 50-60 images par seconde, il est disponible qu'à partir de la 6K au format 2,4 par 1, donc 6048 par 2520. Ensuite le 100 images par seconde, c'est avec le Super 16, donc 16/9, et le 120 images par seconde, c'est en Full HD. Donc ça c'est les cadences qu'on a déjà sur les cams depuis des années. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir au moins de la 4K à 120 images par seconde et de la Full HD à 240 images par seconde. Je vous passe quelques plans de mon film que j'avais tourné à 50 images par seconde et je vous montre aussi quelques plans Full HD à 120.
Alors on l'a dit, la Pixie 6K, elle a une dynamique de 13 diaph, 13,5 diaph, ce qui est déjà très bien, mais il y a eu quelques critiques sur internet à ce niveau-là, parce qu'en fait c'est la même dynamique qu'on retrouve également sur les autres versions 6K. Donc là c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ça, et chez la concurrence on peut retrouver des dynamiques parfois plus élevées. Alors c'est vrai, mais il faut prendre en compte aussi que certaines marques, pour leur boîtier, ils utilisent une réduction de bruit directement en interne dans la caméra au niveau du capteur. C'est quelque chose qu'on peut pas désactiver, et ça a tendance aussi à fausser un petit peu la dynamique. Sachant aussi que généralement les caméras Blackmagic sont plutôt bien équilibrées entre la partie sous le gris neutre, donc qui correspond plutôt au ton sombre, et la partie supérieure au gris neutre qui correspond plutôt aux hautes lumières. D'ailleurs moi j'aime beaucoup Blackmagic parce qu'à chaque fois c'est une des rares marques à partager le schéma avec la répartition de la dynamique en fonction de la sensibilité ISO sur ces deux circuits. Donc ça c'est assez visuel, ça permet un peu de se représenter déjà comment ça fonctionne et la répartition de la dynamique. Je vous montre quelques scènes du film que j'ai tourné avec des contrastes assez importants. Franchement, avant d'arriver aux limites du bureau, je pense qu'il y a de la marge. En tout cas, moi j'étais plutôt impressionné par la dynamique. Si vous voyez par contre du bending dans certaines images que je vous passe, malheureusement ça vient directement de la compression YouTube. Je parlais tout à l'heure de sensibilité, et bien la caméra possède un double ISO natif, un à 400 et un autre à 3200 ISO. Alors je rappelle, il y a deux circuits, un qui s'étend de 100 à 1000 ISO, donc pour l'ISO natif 400, et un autre de 1250 à 25 000 ISO pour l'ISO natif 3200. De manière générale, il vaut mieux shooter à 400 ISO, et si vous êtes obligé d'augmenter les ISO sur une scène trop sombre, évitez 1000 ISO et passez directement à 1250 pour bénéficier justement du deuxième circuit, donc de l'ISO natif plus élevé. Alors moi j'ai eu pas mal de scènes en basse lumière dans mon film, mais j'ai pas remarqué de problème particulier au niveau du grain. Je rappelle encore une fois qu'avec les caméras Blackmagic, quand tu filmes en bureau, il n'y a pas de réduction de bruit qui est appliquée en interne. Donc quoi qu'il arrive, c'est quand même bien d'utiliser une petite réduction sur le logiciel, ça se fait très bien avec Resolve. Bon, parlons un peu de la caméra en elle-même. Alors on a enfin le boîtier cube que demandaient depuis des années les utilisateurs de Blackmagic. Alors c'est vrai qu'on aurait bien aimé l'avoir peut-être il y a 2 ou 3 ans, mais voilà, on a enfin une forme de caméra qu'on a l'habitude de retrouver au cinéma sur les grosses productions. Alors il va falloir l'accessoiriser un minimum pour l'utiliser. C'est vrai que moi sur ma fiction je suis plutôt parti sur un rig assez complet, un peu plus volumineux. J'ai installé une top handle avec un moniteur, l'objectif, une matbox, des rods avec un support pour l'objectif ou encore un adaptateur pour utiliser une batterie V-mount. Mais on peut très bien simplifier le tout et alléger le setup. On peut enlever la V-mount et utiliser que la batterie BPU et juste un support pour accrocher le moniteur, et comme ça on a un setup un peu plus compact. Alors il y a des pas de vis un peu partout sur la caméra, et sur le côté droit on a une zone personnalisable. Moi j'ai installé une poignée avec un NATO-rail, comme ça sur la poignée j'ai pu utiliser un micro caméra, mais on peut aussi y fixer une plaque avec une accroche pour SSD. D'ailleurs ça c'est livré avec la caméra, et il y a aussi en option le support à rosette, donc là on a des pas de vis supplémentaires avec la possibilité de fixer une poignée ou un bras d'extension avec la rosette. La marque propose aussi le Blackmagic Ursa Cine EVF, donc c'est un viseur qui est compatible avec la Pixis. On a un écran OLED lumineux, on peut choisir si on veut un clean feed ou l'image avec les displays. Franchement la qualité est très bonne, il vient se connecter à la caméra via le port USB-C à l'avant du boîtier. La caméra elle est conçue dans un aluminium de qualité aérospatiale, c'est ce que raconte la marque, et franchement c'est vrai que ça semble très solide, on a une impression de robustesse. La Pixis elle est nativement compatible avec les batteries Sony BPU. Moi j'en ai acheté pour le tournage, bon c'est vrai qu'elles sont pas données. Après ça peut être plus rentable d'utiliser une batterie V-mount, ça dépend de votre rig si vous voulez quelque chose de léger ou non. On peut alimenter la caméra via son port 12 volts. D'ailleurs je précise que c'est une prise femelle, vous n'aurez certainement pas le bon câble dans votre bijoute parce que généralement c'est vrai que les prises 12 volts c'est plus une prise mâle. À noter aussi qu'il n'y a pas de prise HDMI, c'est du SDI, ça se passe comme ça sur les caméras, c'est une connectique plus fiable et plus solide. Ensuite la Pixis dispose de 2 emplacements pour cartes CF Express de type B. Alors moi personnellement j'ai utilisé les cartes CF Express de chez Angelbird, j'utilise déjà leur carte mémoire depuis pas mal de temps, ça fonctionne très bien, j'en ai 2 de 1 Tera, mais on peut aussi utiliser le port d'extension USB-C pour enregistrer directement sur un SSD, ça peut être une solution moins coûteuse. Alors point positif, la mise sous tension est vraiment très rapide, 2 à 3 secondes, c'est pas comme avec la Komodo où il faut attendre que la caméra soit à bonne température. Les menus c'est toujours les mêmes, Blackmagic a les menus vraiment je trouve les plus simples qui puissent exister et les plus épurés. L'écran est tactile, tu as les commandes pour naviguer, on a accès facilement aux ISO, à l'ouverture, au shutter, tu as 3 boutons fonctions personnalisables, à la limite voilà un petit 4e, ça aurait pas fait de mal mais c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs là je l'ai pas sous la main mais il est possible de contrôler la caméra directement avec
le Blackmagic Pixis Monitor qui vient se brancher en USB-C. On a accès à tous les réglages de la caméra et on peut aussi lancer l'enregistrement directement à partir du moniteur. Alors côté son, on a un port micro jack 3.5 à l'arrière de la caméra. Moi pour mon tournage, le micro était branché dessus, mais bon, c'était juste pour avoir un son de référence. J'ai surtout utilisé l'enregistrement 32 bits en interne du micro. Alors il y a aussi un port XLR compatible à l'alimentation Phantom 48 volts. C'est du mini XLR, un Blackmagic vend des câbles comme ça. Alors c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir deux ports XLR comme c'était le cas sur la Sika Pro. On a aussi une prise casque, on a une entrée de référence et de timecode ou encore une prise Ethernet si on veut envoyer des fichiers proxy directement via le cloud. Alors ce n'est pas un appareil photo, mais généralement sur les caméras Blackmagic, on a aussi une commande pour prendre une capture, une photo à bonne résolution. Ça prend une image de 24,6 mégapixels qui est sauvegardée en Blackmagic RAW, donc ensuite on peut la retoucher comme on veut. Je rappelle évidemment que c'est une caméra cinéma, il n'y a pas d'autofocus. Maintenant il y a toujours des solutions comme par exemple le LiDAR qui semble plutôt bien fonctionner. D'ailleurs je serais curieux de le tester avec la Pixis. Alors au niveau du rolling shutter, Blackmagic donne les résultats dans un post sur leur forum. Pour l'OpenGate, on serait à 25,08 millisecondes et le temps diminue évidemment au fur et à mesure qu'on diminue la résolution et qu'on crop sur le capteur. C'est plutôt élevé, donc oui, il y a quand même un peu de rolling shutter. J'ai fait le test avec différentes résolutions pour vous montrer ce que ça donne. Après, encore une fois, ça dépend du type de mouvement que vous allez faire. C'est quand même rare qu'on fait des panneaux un peu bruts comme ça, très rapides. Mais si vous filmez que des matchs de sport où vous êtes sans arrêt en train de faire des panneaux assez rapides, voilà, c'est effectivement peut-être pas la meilleure option. D'ailleurs, les données de gyrostabilisation sont également disponibles sur cette caméra. Donc dans DaVinci Resolve, on a une quatrième option pour stabiliser nos plans. Alors j'ai fait plusieurs tests, j'ai trouvé que sur les plans à main levée, mais on va dire plutôt fixes, où il n'y a pas vraiment de suivi de panneaux, l'effet marche normalement, mais il y a quand même un gros zoom. Par contre, l'effet fonctionne un peu plus dès que il va avoir un peu plus de mouvement. Par exemple, là sur ce plan, on peut sentir déjà la stabilisation marcher un petit peu mieux, et surtout sur des suivis. Là par exemple, c'est un suivi clairement à main levée, donc là sans la stabilisation, ça tremble beaucoup, d'accord. Mais dès que j'active donc caméra gyro, là sur DaVinci Resolve, eh bien c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace. Je sais par exemple que ce plan-là, avec l'option perspective, ça n'aurait pas fonctionné. Là encore, tu vois, c'est un autre suivi. Donc à main levée, je travelling avant, je suis mon personnage de derrière. Bon, ça tremble beaucoup. Et là, avec l'effet caméra gyro, eh bien franchement, ça compense plutôt bien et on n'a pas l'effet un petit peu qu'on peut avoir parfois de tremblement ou d'effet de secousse un peu bizarre avec l'option perspective. Et ça marche aussi très bien sur les mouvements panoramiques. Tu vois là, à main levée, ça tremble et dès que je vais passer sur le caméra gyro, tout de suite, c'est beaucoup plus stable. Alors à 100% d'intensité, par contre, le zoom est quand même assez important. On remarque qu'il n'y a pas de filtre ND intégré, c'est dommage. C'est vrai que quand j'avais testé la Sika Pro il y a quelques années, on y prend vite goût au ND intégré. C'est vrai que c'est un confort d'utilisation. Après, moi, j'ai l'habitude d'utiliser des pare-soleils où il y a toujours un système de filtre ND à densité variable. Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment un problème majeur de ne pas avoir de ND intégré. On arrive sur le prix de la caméra. Alors en monture EF et L, elle est proposée environ à 3250 € TTC et la version PL est plus chère à 3440 € à peu près. Donc on est sur un prix moyen. Par exemple par rapport à la concurrence, c'est moins cher qu'une Red Komodo, c'est moins cher qu'une C70 ou une C80, c'est moins cher qu'une FX3. Donc elle se place à un tarif où il n'y a pas vraiment d'équivalent sur le marché, si ce n'est leur propre caméra à Blackmagic, parce que finalement la version Sika, eh bien c'est le même capteur, on va retrouver les mêmes performances et pourtant pour moins cher. Dans le prix, il ne faut pas oublier non plus que c'est une caméra qui va généralement quand même nécessiter un minimum d'accessoirisation quand même, peut-être une top handle, peut-être une cage si vous avez envie d'avoir encore plus d'options de personnalisation. Les batteries coûtent un peu cher, les cartes SD ou alors le SSD. Alors le moniteur là c'est le Video Assist, mais ce qui est bien c'est qu'ils viennent de sortir donc le Blackmagic Pixis Monitor. Il est à 378 €, ce qui reste quand même plutôt accessible pour un moniteur externe. Donc mon avis sur la caméra, il est assez subjectif. Je le base surtout sur mon utilisation personnelle que j'en ai fait. Donc là, surtout sur ce projet de fiction. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ça faisait quasiment plus de 2 ans que j'avais pas eu de caméra Blackmagic entre les mains. Mais on retrouve vite nos habitudes. Encore une fois, les menus sont extrêmement visuels, très simples à comprendre et à naviguer, à choisir les paramètres. On trouve rapidement nos paramètres d'exposition. Donc une fois que j'avais personnalisé mes commandes avec le focus picking, avec des guides et juste les réglages des displays pour les faire apparaître ou les faire disparaître, et bien après j'ai quasiment plus touché au menu. Je lançais le rec et voilà, après il n'y a plus qu'à se concentrer sur la création.
J'ai pas eu non plus de problème d'enregistrement ou de surchauffe. Je suis assez content des scènes que j'ai faites en basse lumière. J'ai fait le point évidemment manuellement, mais avec le focus picking, ça se fait très bien. Je me suis même amusé à travailler quelques bascules de mise au point dans le film. C'est toujours assez agréable de contrôler précisément soi-même le point. Le Blackmagic Raw, comme d'habitude, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Déjà, je trouve que la dynamique est importante. On peut vraiment s'amuser à aller chercher des détails dans les hautes lumières, dans les basses lumières. Et c'est vrai que sur Resolve, le Raw, le Blackmagic Raw, ça tourne vraiment de manière très fluide. Il n'y a pas de souci. À aucun moment, j'ai fait cracher le logiciel. Donc pour moi, c'est vraiment la caméra par excellence pour de la fiction, pour des films indépendants, du corporate, de la publicité, ou encore pourquoi pas en tant que deuxième caméra, si vous avez déjà une caméra plus haut de gamme, par exemple comme une Ursa. Avec son capteur, sans aucun souci, on peut la faire matcher avec toutes les caméras haut de gamme du marché. Après, les gens se sont plaints aussi, et je peux comprendre la critique, qu'au final, c'est le même capteur que la Blackmagic Camera 6K, la même plage de diaph, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là, et surtout l'autre caméra est moins chère. Donc est-ce que la hausse de prix est justifiée? Je ne sais pas. Ça va être vraiment à vous de voir en fonction du type de projet que vous allez avoir. La différence principale, c'est son look, ce format cube. Avec tous les accessoires, je retrouve l'ergonomie finalement d'une caméra traditionnelle pour le cinéma. On a également du SDI, une connectique SDI. Ça, c'est vraiment une connectique plus professionnelle et aussi plus résistante. Après, c'est vrai que si on va dans le détail, oui, c'est vrai que le slow motion n'est pas très impressionnant. On est sur des caractéristiques qui datent un peu de plusieurs années. Ça aurait été bien peut-être d'avoir par exemple du 50-60 images en open gate, vraiment sur tout le capteur, d'avoir de la 120 par exemple en 4K ou au minimum en 2K, et si possible avoir au moins du 200-240 images en Full HD. Il n'y a pas non plus de ProRes en interne. Alors moi personnellement, j'utilise jamais le ProRes, mais je sais que c'est encore un standard qui est beaucoup demandé et utilisé dans l'industrie. Après, on peut toujours utiliser un moniteur externe pour enregistrer en ProRes directement sur le moniteur. Et puis on pourrait peut-être apprécier aussi un capteur avec une vitesse de lecture un peu plus élevée, notamment pour diminuer un peu le rolling shutter, ou encore pourquoi pas essayer de gagner quelques diaphes encore au niveau de la dynamique. Mais bon, après il y a toujours quelque chose qui va pas, on n'est jamais satisfait, il y a toujours des critiques et des choses à améliorer. À la fin, faut pas oublier que ça reste, quoi qu'il arrive, un outil, et c'est pas la caméra en elle-même qui définit la qualité de production, sinon tout le monde ferait des blockbusters dans leur chambre. Moi personnellement, j'en ai bien profité sur mon tournage, tout s'est vraiment bien déroulé, je suis très content des images que j'ai pu faire avec. Donc si j'ai l'occasion de la tester sur d'autres projets, je le ferai très certainement. Alors à qui s'adresse cette caméra? Évidemment pour de la fiction, des courts-métrages ou d'autres grosses productions, ça va être franchement l'outil idéal. En deuxième caméra également, mais aussi pour du docu, de la pub, du corporate ou finalement toute autre activité de vidéaste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura répondu peut-être à quelques doutes, quelques questions que vous vous posiez à propos de cette caméra. Je vous invite à venir donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez donc de la Pixis 6K? De quelle manière vous l'utiliseriez et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour une prochaine version? Voilà, vous avez le lien de la caméra en description. J'ai mis aussi quelques liens vers les accessoires que j'ai pu utiliser et que je vous recommande pour cette caméra. Voilà les artistes pour cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Derrière la caméra. Moi, c'est Benjamin et on se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.